C'est bon. Nous vous remercions d'être venus pour cette conférence débat qui va traiter de la France-Algérie, la maladie, l'empire et la géopolitique de conflit. Il se trouve que nous vivons actuellement une suite d'événements qui nous ont incités à organiser cette conférence pour comprendre un petit peu les enjeux qui entourent les relations entre l'Algérie et la France, et aussi les effets de la crise ukrainienne sur le régime algérien. Et surtout que la crise ukrainienne nous donne l'impression de vivre une situation gramscienne. C'est que nous assistons à un vieux monde qui est en train de disparaître et à l'émergence d'un nouveau monde à travers les BRICS. Et dans le clair-obscur ukrainien surgissent les monstres. Donc, pour ma part, je souhaite la bienvenue à notre ami Omar Bendara, qui est avec nous. Une haute conscience intellectuelle et politique, une haute conscience qui est très informée, très avertie de ce qui se passe en Algérie et de ce qui se passe sur le plan géopolitique. Donc, pour ma part, je vais essayer de traiter de l'esprit colonial et de la France-Algérie. Je vous rappelle quand même que nous avons prévu l'intervention aujourd'hui de Yanis Mohamdi, journaliste à Off Investigation, et puis il devait traiter de l'instrumentalisation de la Grande Mosquée de Paris, instrumentalisation politique dans le cadre de la France-Algérie, tant par Alger que par Paris, une instrumentalisation qui a permis, entre autres, la réélection de Macron en 2022 pour un deuxième mandat présidentiel. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de commencer l'exposé de cette conférence. Alors, en ce qui me concerne, je pense que tu me permets de prendre la parole. C'est toi qui commence. Merci. D'accord. Merci. Avant de commencer, je tiens juste à vous présenter les excuses de notre collectif de l'absence de Yanis Mohamdi, qui a été retenu à la dernière minute, si j'ose dire, par un empêchement personnel. Voilà. Donc, pour ma part, je vais essayer de traiter avec vous, d'analyser avec vous, de comprendre avec vous, entre nous tous, l'esprit colonial, le rapport entre l'esprit colonial et la France-Algérie. Disons que déjà la France-Algérie, ce n'est pas une vue d'esprit. C'est une triste réalité qui renvoie dont les racines plongent dans les profondeurs obscures de la nuit coloniale. L'ordre colonial ne fait pas de l'être humain un être lumineux. Et du dominé, il tire un être monstrueux, dépourvu de la moindre particule d'humanité. Du dominé, il en fait un être auquel on dénie tous les droits, jusqu'au droit à la vie. En fait, l'ordre colonial fait de l'être dominé un être qui n'a même pas le droit d'avoir des droits. Mais on ne peut pas réduire l'ordre colonial à son seul aspect organisationnel ou à son mode de fonctionnement. Avant tout,
il s'agit de parler de l'esprit colonial. L'esprit colonial, c'est un esprit maléfique, c'est un esprit malade, c'est un esprit maléfique, c'est un esprit qui a la capacité de corrompre des esprits, les intelligences les plus abouties, voilà, les plus hautes intelligences. À l'exemple de la mise en place de l'empire colonial français, il y a eu des hautes consciences intellectuelles qui ont soutenu mordicus la campagne de colonisation. Nous avons affaire, comme nous disait Omar tout à l'heure, à Tocqueville, qui a compris, qui a analysé, qui a été très pertinent sur le phénomène de l'extermination des Indiens, des habitants autochtones en Amérique, mais en ce qui concerne l'Afrique, il a été complètement, mais alors complètement, du côté de la colonisation. Nous avons aussi un autre intellectuel, et pas des moindres, c'est Victor Hugo. Lors d'un banquet organisé le 18 mai 1879 pour célébrer l'abolition de l'esclavage, il exposait sa vision de la Méditerranée qui disait que c'était un lac de civilisation. Là-dessus, on est tous d'accord. Mais pour Victor Hugo, la Méditerranée avait deux bords. Le vieux bord porteur de civilisation, c'est-à-dire l'Europe, et l'autre bord, l'Afrique, qui était le bord sauvage, le bord ignoré par l'histoire. Alors, pour Victor Hugo, l'Afrique avait deux aspects. Le premier aspect, quand elle est peuplée, c'est la barbarie. Quand elle est déserte, c'est la sauvagerie. Et puis, dans son discours, il a été applaudi et tout ça. Il s'est lancé dans un assaut oratoire, disant au peuple, allez-y, occupez l'Afrique. L'Afrique acquise, c'est l'Afrique de Dieu. C'est Dieu qui a offert l'Afrique à l'Europe, etc. Quand on sait que Victor Hugo est né en 1802, il a quand même assisté à la mise en place de l'empire colonial. Donc, grosso modo, en ce qui concerne l'Afrique, il a été l'un des porteurs de la colonisation française en Afrique. Donc, c'est l'un des inspirateurs aussi de la France-Afrique. Alors, qu'en est-il de l'Algérie ? Durant les années 1840, comme le révèle l'historien Gilles Montserrat, Victor Hugo a rencontré deux fois, comment il s'appelle, le sanguinaire, Bugeaud, le général Bugeaud. Vous savez, le général Bugeaud, chez nous, il a laissé la trace, l'impact d'un être sinistre. En Kabylie notamment, quand elle voulait nous faire peur, elle nous disait Bichouh, c'est Bugeaud. Et voilà. Soit tu te calmes, sinon j'appelle Bichouh, pour qu'il vienne te prendre avec lui. Donc, en 1841, Bugeaud venait d'être nommé gouverneur d'Alger. Et il est venu solliciter Victor Hugo pour le soutenir dans sa campagne d'obtention de subventions pour la colonisation d'Algérie, la campagne militaire notamment. Et puis il y a eu une autre rencontre, c'était en 1846. Dans le fond, je dois dire que ils se rejoignaient, quoi. Ils étaient d'accord sur le fait qu'il fallait coloniser l'Algérie, le territoire algérien, sauf que, dans le fond, Victor Hugo privilégiait la colonisation civile, tandis que, comment il s'appelle, Bugeaud, lui c'était un militaire, donc pour lui c'était une occupation militaire et tout ça. Mais bon,
Ce que je retiens de cet échange-là, c'est que Victor Hugo a dit que l'Algérie, que la colonisation, la conquête coloniale de l'Algérie est une grande et heureuse chose. Alors là, la formule que je trouve sinistre, c'est quand il dit c'est la civilisation qui marche sur la barbarie. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette phrase quelque part. Elle est sinistre, elle est terrible. Et justement, cet esprit colonial qui traduisait la doctrine de l'État, la doctrine de l'Empire qui était en train de se mettre en place, on la retrouve aussi, elle a traversé les âges, on la retrouve aussi chez De Gaulle, le général De Gaulle, qui en 1947 disait que l'Afrique n'avait pas accédé à l'histoire. L'esprit colonial a survécu aussi aux indépendances. Et c'est ainsi, par exemple, on retrouve la même idée, le même ordre d'idée chez Nicolas Sarkozy, qui en 2007 à Dakar avait dit que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'avait pas suffisamment d'accès à l'histoire. C'est la même chose, c'est le même raisonnement. Et puis, l'esprit colonial, il s'est transformé, il s'est incarné dans des réseaux que l'on appelle communément, actuellement, les réseaux de la France-Afrique et les réseaux de la France-Algérie. Mais alors, pour parler de la France-Algérie, on ne peut pas faire comme ça diversion de la France-Afrique. C'est quoi la France-Afrique? Dans une brillante contribution que l'on retrouve dans ce livre, c'est un livre de référence, l'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. C'est un ouvrage collectif qui a été réalisé sous la direction de Thomas Borel, Hamzat Boukar Yabara, Benoît Colomba, Thomas Deltombe. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore consulté, je vous invite à le lire, il est très instructif. Justement, Thomas Deltombe, dans une brillante contribution, il a expliqué le parcours du néologisme de la France-Afrique. Alors lui, il a rejeté d'un revers de la main la thèse selon laquelle le terme France-Afrique a été prononcé pour la première fois par le premier président ivoirien. Je ne me rappelle pas du nom. Voilà, je vous remercie. C'était en juillet 1955, lors du comité de coordination du Rassemblement démocratique africain tenu à Conakry, en Guinée. Thomas Borel, pour lui, la paternité du mot France-Afrique revient à Jean Piot. C'est un journaliste. Il était rédacteur en chef de la revue, du journal, du quotidien, l'Aurore de l'époque, l'un des journaux les plus importants de l'époque. Il tirait jusqu'à 100 000 exemplaires. Donc, il disait qu'il avait employé ce terme en 1945. En premier temps, c'était en juin, avec la publication d'un éditorial qui est anonyme, pas signé, où il parlait déjà de la place de la France dans un monde, dans le monde de l'après-guerre, Seconde Guerre mondiale, un monde bipolaire qui était tenu par les deux blocs, celui de l'Est et celui de l'Ouest. Et surtout, il parlait, en s'inspirant de l'exemple du Commonwealth, il disait que la France-Afrique était le bloc qui allait préserver la place de la France parmi les puissances du monde.
non seulement ça, mais aussi elle allait préserver sa liberté. Donc, voilà en ce qui concerne un petit peu le parcours du néologisme de la France-Afrique. Après, il a connu de multiples fortunes. Il a été utilisé à maintes reprises, notamment par les présidents français qui se sont succédés à la tête de l'État depuis 1945. Mais bon, le système de la France-Afrique, c'est un système d'exploitation, c'est un système de négation de l'être africain dans son humanité, c'est un système de domination, mais alors de domination qui empêche les peuples africains d'accéder à la citoyenneté politique et de disposer d'eux-mêmes, de disposer des richesses de leur pays. À tel point que, actuellement en Afrique, il y a un vent de défiance qui souffle vis-à-vis de la France. La dernière visite de Macron en Afrique, c'est un échec lamentable. La dernière tournée, c'était un échec lamentable. Il s'est pris des camouflés, mais alors que l'on ne peut pas oublier. Bon, pour venir maintenant à la France-Algérie. Voici donc le livre qui porte le terme de la France-Algérie. Lounis Agoun, Jean-Baptiste Rivoire, France-Algérie, crime et mensonge d'État. Je pense que vous l'avez lu, ou alors vous en avez entendu parler. Mais c'est un livre de référence. Il y a aussi des travaux qui ont été faits, qui ont été publiés sur le site d'Algeria Watch, notamment par notre ami François Gèze, que nous saluons. Nous aurions aimé l'avoir avec nous. Ouais, que nous saluons. Mais pour la France-Algérie, à l'indépendance, des dizaines de pieds noirs rapatriés ont rejoint la direction, la DST, comment on appelle ça? La direction de... La surveillance du territoire. Voilà, merci. La direction de surveillance du territoire. Donc, ils ont été reçus par Raymond. Comment il s'appelle déjà? Ça dépend duquel. Mais Raymond Nard. Raymond Nard. Il a été reçu par Raymond Nard. C'était un cadre du contre-espionnage. Raymond Nard a joué un rôle très important dans la consolidation, le rapprochement entre les services français et les services algériens. Un deuxième homme qui a joué un rôle tout aussi, sinon plus important, c'est Iboné. Iboné, il a été nommé patron de la DST par Mitterrand en 1984. Et c'était à l'automne de 1984 tel que révélé par Lounis Agoun et Jean-Baptiste Rivoire, tel qu'il l'explique. C'était en 1984 que Yves Bonnet a rencontré les Khalayat, qui était patron de la sécurité militaire de l'époque, le colonel Khalayat, et le commandant Smaïl Ammari, qui allait devenir le colonel Smaïl Ammari, numéro 2 du DRS, et patron du contre-espionnage. Smaïl Ammari, c'est le fameux général qui a déclaré je suis prêt à tuer 3 millions d'Algériens pour préserver l'ordre national, ou je me rappelle exactement, mais bon, toujours est-il que c'est une formule sinistre. Donc, Yves Bonnet, dans ses mémoires, dit, tel que nous rapportent Lounis Agoun et Jean-Baptiste Rivoire, notre ami Jean-Baptiste Rivoire, il dit que dès les premiers échanges, ils ont trouvé un terrain d'entente. Ils ont trouvé des mots qui les rapprochent. Mais alors, il y a deux mots-clés, connivence et solidarité. Mais en ce qui concerne les services français et les services algériens, il s'agit plus de connivence que de solidarité. Donc, c'est dire que les services, ces relations entre services
cette connivence est le moteur sécuritaire de la collusion des deux raisons d'État. Mais la France-Algérie ne se résume pas aussi à cette connivence entre services. Il y a aussi les relations d'État à État. Il y a aussi les liens personnels tissés entre le personnel politique français et le personnel politique algérien, entre l'élite économique française et l'élite économique algérienne. Et il y a aussi une histoire qui dépasse de très loin toutes ces connivences, tout ce système-là qui agit dans l'informel. C'est la grande histoire qui lie le peuple algérien au peuple français. Donc, concernant le politique, la tendance générale qui a été celle de la droite, disons jusqu'à la fin des années 90, si on veut, c'était de mettre les intérêts économiques au cœur des rapports entre les deux pays. Concernant la gauche, notamment le PS et le PCF, ils avaient quand même le poids de leur passif vis-à-vis des Algériens durant la guerre de libération nationale, quand ils ont soutenu les politiques de répression, les politiques de violence d'État contre les Algériens. Donc, leur attitude était celle d'éviter toute critique à l'égard du régime algérien. Mais ça, il est vraiment expliqué, ces éléments-là sont vraiment expliqués par François Gesse dans une contribution où il parle de la France-Algérie, justement. Alors, la France-Algérie, le sang, l'intox, c'est ça, je pense. C'est à peu près je ne me rappelle pas de. Pardon ? Sans intox. Oui. France-Algérie, merci Boalem. France-Algérie, sans intox et corruption. Donc, j'invite toutes celles et tous ceux qui veulent lire cet article, cette brillante contribution, à consulter sur Internet, c'est accessible. Mais bon, le fonctionnement de la France-Algérie a continué. On se souvient, l'un des tristes exemples de ce fonctionnement, c'est celui, on se souvient, en juin 2015, alors qu'il venait de passer 2 heures avec Bouteflika, on se souvient de la fameuse déclaration de François Hollande, quand il a parlé de la lacrité, de la capacité intellectuelle à comprendre et tout ça, alors que Bouteflika était quasiment dans un état grabataire. Mais ce mensonge, à mon sens, bien sûr, il y a d'autres histoires, il y a d'autres exemples, ils sont nombreux. Hein. Ce mensonge, à mon sens, est symptomatique de la maladie algérienne de la France et de la maladie française de l'Algérie. Les exemples aussi d'impunité, les exemples où il y a eu du sang qui a été versé et tout ça, avec du sang qui a été géré dans le cadre de la connivence des deux services, des services français et de la police politique algérienne, notamment l'assassinat de Halim Sili en 1987, le 7 avril 1987. Il a été assassiné sur le sol français par un proxénète au grade de civil de l'ASN. Et il a été protégé, le proxénète a été protégé par les autorités françaises, il a été exfiltré, et à ce jour, il vit en Algérie en toute protection, en toute impunité. Cette impunité est assurée par la France, c'est la France qui assure l'impunité des généraux algériens, ceux qui agissent actuellement dans l'ombre pour maintenir les liens, ces rapports-là, ces liens, pour maintenir actifs les réseaux de la France-Algérie en vue du prochain simulacre électoral en Algérie. Bon, bref. Donc, c'est dire que les réseaux de la France-Algérie restent toujours actifs. Ils sont dangereux, ils sont nuisibles à nos deux peuples, ils sont nuisibles aux deux pays.
les réseaux de la France-Algérie maintiennent l'Algérie et la France dans un piège historique. C'est lequel? C'est celui d'une France incapable d'assumer son passé colonial et celui d'une junte militaire, qui prend en otage les institutions de l'État et qui fonctionne sous le poids du trauma colonial, du syndrome du colonisé d'origine. Mais il y a aussi une grande histoire qui lie nos deux pays. C'est à travers des exemples, de beaux exemples, comme celui de la famille Audin. Nous avons perdu récemment Pierre Audin, son père Maurice Audin, sa maman Josette Audin, qui se sont battus pour l'Algérie. Nous avons aussi l'exemple du professeur Pierre Chollet et du professeur Claudine Chollet, qui se sont battus pour l'Algérie, qui se sont aimés par amour à l'Algérie et qui ont fondé un foyer en Algérie et qui ont continué à vivre en Algérie après l'indépendance et qui sont morts en Algérie et qui sont enterrés en Algérie. En pleine bataille d'Alger, vous savez, j'ai assisté à un hommage qui a été rendu à Madame Claudine Chollet, professeur Claudine Chollet, à Benaknou. Il y avait une présence vraiment nombreuse, et puis il y avait des générations d'universitaires formés par le professeur Claudine Chollet et le professeur Pierre Chollet. La première phrase qu'a prononcée le professeur Pierre Chollet, je m'en souviens, il disait, en 50 ans de mariage, c'était 2010, oui, ils ont mis en 2010, en 50 ans de mariage, ma femme m'a appris la parité. Mais ces mots, il est destiné à nous, Algériens. Il nous parlait en tant que père. Parce que le professeur Pierre Chollet a obtenu, tout comme sa femme et son fils, Luc Chollet, ont obtenu la nationalité algérienne, tout comme Pierre Audin. Et puis, ce qu'ils nous ont appris aussi, c'est que, en pleine bataille d'Alger, le professeur Claudine Chollet a fait sortir à Ben Almodan entre les mains, sous les yeux des parachutistes. Il faut le faire. Et puis, en pleine bataille d'Alger, dans leur voiture, c'est pour cette raison que je parle de Luc Chollet, dans leur voiture, sous le landau de leur fils, il y avait et transportait des armes destinées au FLN. Donc, pour la grande histoire de l'Algérie et de la France, voici les exemples qui m'inspirent, parmi tant d'autres. Ils sont nombreux, malheureusement. Mais il se trouve que la triste réalité de la France-Algérie empêche de rendre visible cette beauté, cette grandeur. Et puis, je voudrais terminer par un élément. Sans vouloir mettre notre collectif libérant l'Algérie en avant, nous avons vécu un épisode de ces rapports, de ces liaisons dangereuses entre le régime algérien et la France. Vous savez, la visite de Tebboune était initialement prévue en France le 2 et le 3 mai. Finalement, elle a été reportée au 16 juin. Tant qu'il était maintenu au 16 juin, libérant l'Algérie a subi des tentatives de délocalisation de la place de la République. À tel point que nous avons eu droit à 2 arrêtés préfectoraux d'interdiction partielle, ce qu'ils ont qualifié d'interdiction partielle,
dans ces deux arrêtés, il y a eu un motif politique qui a été évoqué. Lequel? Alors, c'est quand même hallucinant. La préfecture de police, pour nous faire partir de la place de la République, nous disait ceci, c'était écrit: le mot d'ordre de votre mobilisation est en opposition frontale avec les autorités algériennes. Depuis quand la préfecture de police s'occupe-t-elle de politique? Et puis, dans l'audience du 27 mai dernier, le représentant juridique de la préfecture de police au tribunal avait déclaré ceci. Les représentants des riverains, voilà, nous ont dit qu'ils voulaient en finir avec les manifestations des Algériens à la place de la République. Représentant juridique, juriste de la préfecture de police qui tient de tels propos au tribunal administratif. Voici aussi l'une des manifestations de l'esprit colonial. Parce que, pour rappel, le massacre du 17 octobre 1961, l'origine du massacre, l'origine aussi de la manifestation, c'était l'interdiction faite aux Nord-Africains, je pense, et spécialement aux Algériens, de ne pas manifester. Voici donc comment subsiste. Couvre-feu. Couvre-feu. Oui, un couvre-feu, c'était interdit. Pas la manifestation pour sortir seulement. Interdit ça à partir de 20h ou quelque chose comme ça. Oui, mais bon, ce que je voulais dire, c'est que cette façon d'interdire, cette façon de penser subsiste encore. Oui. Et puis, il y a un problème qui se pose actuellement. Si je prends trop de temps, tu me le dis à moi. Oui, non, c'est bien, c'est intéressant. Ouais. Je te remercie. Il y a aussi autre chose que je voudrais dire par rapport à ce qui se passe actuellement, notamment au niveau de la diaspora. Il y a certaines initiatives qui, me semble-t-il, ne font pas la différence entre l'impasse du régime et l'impasse de l'Algérie. L'impasse du régime, c'est l'absence d'identité politique, l'absence d'idéologie, l'absence de toute intelligence, l'absence de toute compétence. Mais avant tout, c'est l'absence de légitimité. Le régime est dans une impasse intégrale. Il est incapable de se renouveler. Il est incapable de se régénérer. Ceux qui rêvent de servir de carte pour la régénération du régime à l'occasion du prochain simulacre électoral se trompent lourdement. Concernant l'impasse de l'Algérie, l'Algérie est dans une impasse historique. L'Algérie n'a pas maintenant actuellement un modèle de production de sa propre histoire. Et quel est le modèle qui puisse permettre à un pays de produire sa propre histoire? C'est l'État. Un État légitime, un État fort. L'Algérie actuellement ne nourrit pas ses enfants, n'est pas capable de nourrir ses enfants. Elle n'est pas capable de soigner ses enfants. Elle n'est pas capable d'assurer une alimentation régulière en eau potable, alors que nous vivons actuellement les prémices de la guerre de l'eau, notamment en Égypte, le Soudan et tout ça. Voilà. Quand on est dans une telle situation, qu'en est-il de la souveraineté? Alors, une initiative politique, soit, et il n'y a pas d'intermédiaire, hein, soit elle s'inscrit dans l'impasse du régime, soit elle agit dans le sens de définir le point de départ, ne serait-ce qu'un point de départ,
pour une possible sortie de l'Algérie de son impasse historique. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ces jours-ci, on a entendu parler d'une convention. Cette convention coïncide avec les sorties politiques de celui qui a déclaré tout récemment à Berbère Télévision que le fait que le temps lui a donné raison, si on veut, d'avoir dit au début des années 90 qu'il s'était trompé de société. Il est revenu à cette formule du début des années 90 pour montrer qu'il a toujours une position méprisante à l'égard de la société algérienne. Et c'est là où l'on reconnaît vraiment la nature des gens, des personnes. Premier élément. Deuxième élément, pour justifier sa participation au simulacre de 1995 qui a permis la régénération du régime à travers l'élection de Zerouel, il a déclaré, vous savez, il y avait un clan du pouvoir, le DRS, il y avait un clan du pouvoir qui nous a dit, mais ça se passe toujours dans l'opacité, hein, on l'a su que récemment. Hein. Il nous avait dit que, voilà, Zerouel, on a éliminé sa candidature. Ils nous ont fait croire qu'ils allaient se retirer, qu'ils allaient nous donner, nous laisser les destinées du pays, laisser les destinées du pays à la classe politique émergente. Nous savons ce qu'il en a été. Nous le savons. Et nous connaissons aussi le prix que l'Algérie a payé suite à cette régénération du régime. Actuellement, il y a une tentative de jouer, au sein du DRS, de jouer la carte kabyle. Le leurre du changement à travers la carte kabyle. Et on se rappelle du détournement du mouvement culturel berbère pour créer un parti politique. On se rappelle du détournement de la grève du cartable en Kabylie pour jouer la carte kabyle qui a permis la régénération du régime, encore une fois, en 1995. C'est le même tour qui est en train d'être joué actuellement, qui est en cours, mais avec certains petits changements comme ça, correctifs comme ça, parce que la personne en question est en France actuellement. Elle est en France, elle essaie de séduire les réseaux de la France-Algérie, et puis les réseaux aussi de son ami Bernard Henri Lévy. Et elle est en train de dire aux Algériens, à travers la déclaration qu'il a faite, la justification qu'il a faite de sa participation aux élections, au simulacre électoral de 1995, écoutez, je vous ai servi de lièvre en 1995, maintenant je suis prêt à être candidat. Pourquoi? Parce que le clan du DRS fait face à l'autre clan qui est pour le deuxième mandat de Tebboune. Et l'autre clan, il est tenté par une adhésion au BRICS. Donc, je le dis sans embâge, la convention, ce que l'on appelle la convention de la diaspora algérienne, s'inscrit dans cette démarche. Pourquoi que je le dis? La convention, on a posé déjà certaines questions par rapport à cette convention. Il faut clarifier les positions de chacun vis-à-vis de la police politique, vis-à-vis de la junte militaire, vis-à-vis des réseaux informels de l'économie entière,
vis-à-vis des réseaux néocolonialistes, à commencer par les réseaux France-Algérie, vis-à-vis du calendrier électoraliste du régime, et vis-à-vis aussi des officines étrangères. Si on ne répond pas clairement à ces questions, on s'inscrit nécessairement dans la démarche qui vise à faire des agitateurs dans l'impasse du régime. Mais les choses ne sont pas aussi faciles. Il y a une géopolitique qui est agissante, qui est de plus en plus conflictuelle. Mais pour cet aspect, j'invite notre ami Antoine Bendela à nous en parler. Je vous remercie. Et merci. Je t'invite à en bas. Merci beaucoup. Merci à toi. Attends, attention. Propos. Attends. Socialiste. Voilà. Juste, on va changer en fait. On va enregistrer les vidéos séparément. Oh Sinon, non. Ah oui.